Bon après-midi, mesdames, messieurs, à la conférence de presse cet après-midi où on va parler des visites dans les structures de soins et de santé, mais pas seulement dans les visites dans ces établissements, mais également de ce qu'on souhaite changer lors du confinement. Je suis content que nous ayons ici le président de la COPAS, l'association des associations dans le domaine des soins et de la santé, pour nous raconter ce qui se passe sur le terrain et nous donnerons des recommandations. Depuis cette semaine, nous restons à la maison. C'est notre devise. C'est un long moment pour ceux qui ne sont pas en mesure de voir les membres de leur famille. Mais avant tout, il s'agit des personnes vulnérables que nous souhaitons protéger. Nous voulons les protéger et nous espérons qu'ils ne vont pas tomber malades. Et à cet effet, nous ne nous rapprochons pas de trop. Nous n'allons pas leur rendre visite. Et donc, dans les cliniques et dans les hôpitaux, ils sont soignés également, donc ces personnes vulnérables et plus âgées sont soignées, bien sûr, mais ces personnes n'ont pas seulement peur du Covid-19, mais les personnes craignent également de ne plus voir les personnes les plus proches. Certes, il peut y avoir un physique par téléphone, par d'autres moyens, mais c'est différent d'un contact physique. Au départ, les 2 premières semaines, c'était pas trop grave, mais après, c'est devenu de plus en plus grave. J'ai des témoignages de personnes qui résident dans ce genre de structure de soins. Il y a des personnes qui m'écrivent même, mais je pense que les personnes ont besoin d'une perspective pour revoir leur famille. Il s'agit donc du bien-être des personnes. Donc malgré le corona, il faut nous organiser afin que nos aînés puissent retrouver leurs moyens, leur famille. Il s'agit de leur santé psychique également. Mais il ne faut pas négliger le danger de contamination qui existe, qui continue d'exister. Il faut qu'on prenne bien soin des personnes vulnérables. Il faut respecter les gestes barrières. Je vais y revenir plus en détail. Ensemble avec Monsieur Marc Fischbach, le président de la COPAS, on voulait vous informer sur le fait de gérer un peu différemment les visites. Beaucoup de choses se sont faites au cours des dernières semaines ensemble avec plein d'acteurs. Donc nous avons mis ensemble des recommandations. Donc il y a eu le congé pour raison familiale. Nous avons des groupes de travail où on regarde ensemble comment aider les gestionnaires. On a regardé au départ pour faire en sorte que toutes les structures disposent de matériel suffisant, ce qui est le cas maintenant. Dès le départ, nous avons eu du contact étroit avec les différents groupes de travail en mettant en avant le bien-être et la santé des personnes. Quelques chiffres pour commencer. Dans ce pays, nous avons 5 765 résidents dans les maisons de soins de santé. Pour le moment, il y a 90 cas de Covid positifs. 41 résidents ont été positifs, mais ont guéri. Donc 41 personnes étaient malades ou au moins testées positives. Mais ces personnes-là sont négatives et en bonne santé. Malheureusement, nous avons déploré le décès de 29 personnes dans ce genre de maison de soins. Mais je veux dire également que toutes les personnes qui sont testées positives, ça ne veut pas dire que ces personnes ne montrent pas tous des symptômes. Donc nous testons plus large maintenant. Il y a bien des personnes qui sont testées positives au Covid-19, mais qui n'ont pas de symptômes. C'est le cas également chez les personnes plus âgées. Un petit mot concernant les tests qui vont être faits à grande échelle. La ministre de la Santé a dit que jusqu'à hier, il y avait 4 maisons qui ont été intégralement testées. Ça veut dire tant le personnel que les résidents. 1073 personnes ont été testées dans ces 4
dans ces 4 structures, 24 résidents et dans les 60 personnes de soins. Et il y a 14 tests qui ont été positifs, dont 9 membres du personnel et les autres 5 résidents. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de davantage de soutien que d'autres, mais ce genre de maison de soins de santé, c'est là où on habite, c'est là où on fait des activités. Et au cours des 7 dernières semaines, c'était un défi considérable, tant pour le personnel que pour les résidents et aussi pour la famille. Mais il fallait ce confinement et il doit continuer afin qu'on ne se retrouve pas dans la même situation que dans de nombreux autres pays, tels que nous le voyons à la télé, dans les journaux. C'est pour ça qu'il faut maintenir le confinement pour éviter de telles situations. Et je veux dire ici, je veux le souligner, je vais le dire à plusieurs reprises, le confinement ne va pas être levé. Il ne va pas être relâché, mais les conditions du confinement vont être adaptées aux besoins sociaux des personnes. Les résultats nous montrent que nous avons bien fait et il n'y a pas de raison de lever ou de diminuer le confinement. Il faut rester vigilant et il faut penser quand même à autre chose qu'au Covid-19. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. Les gestionnaires de la santé, la COPAS, le ministère de la Famille travaillent en étroite collaboration. Et nous sommes axés sur 3 choses. Premièrement, comment arranger des visites dans les maisons de soins et de santé. Comment donner la possibilité aux familles de rendre visite aux personnes qui sont proches de la mort et comment faire en sorte que les éducateurs, ergothérapeutes, etc. puissent de nouveau interagir avec les résidents des maisons de soins et de santé. Donc je vais y revenir en détail. D'abord, les visites dans les maisons de soins et de santé, elles seront rendues possibles. Un contact régulier avec la famille aide les résidents dans ce genre de maison, non seulement pour être en bonne forme, mais il faut aussi éviter que les gens se sentent isolés. Leur famille leur manque, et c'est normal. Nous aussi, ils nous manquent, nos parents, nos enfants, nos neveux et nièces nous manquent. Mais nous savons tous que le contact physique tel qu'il existait avant la crise sanitaire, donc s'embrasser, se donner des accolades, ce ne sera plus possible pour le moment. Mais ensemble, avec les gestionnaires et la COPAS et la santé, on va voir sous quelles conditions on peut se voir, même si c'est avec les mesures de sécurité nécessaires. Certains gestionnaires ont développé des moyens pour se voir donc, entre membres de la famille résidents, par exemple avec des parois en plexiglas. Donc, les gestionnaires sont innovatifs et créatifs et je dois les féliciter pour cela. Là, dans la plupart des structures, il y a eu des investissements massifs dans des tablettes et PC pour que les résidents puissent être par Skype, par FaceTime et d'autres moyens, d'autres applications. Mais ce contact par tablette ou PC ne fonctionne pas pour tout le monde. Par exemple, pas pour des personnes qui souffrent de démence. Ces personnes-là ne savent pas se servir réellement des tablettes. Et qu'on soit malade ou pas, c'est différent de se voir en face à face que par écran. C'est pour ça que nous avons élaboré des propositions pour dans ces maisons de soins qui sont bien différentes, ne serait-ce que par leur construction. Donc, chaque gestionnaire doit voir comment s'organiser par rapport aux visites. Mais le niveau de protection doit être au moins aussi important que maintenant. Donc, ce n'est pas un
déconfinement, mais nous changeons les règles du confinement. Donc, les règles de sécurité et d'hygiène sont à appliquer rigoureusement par tout un chacun. Donc, si on veut rendre visite dans une maison de soins à quelqu'un, il faut d'abord s'enregistrer, s'inscrire. On ne peut pas aller de manière spontanée. Et s'il est possible, on va créer donc une pièce, aménager une pièce près de l'entrée pour accueillir les visiteurs. Le nombre de visiteurs et la durée des visites va être limitée. Si la personne qui vient en visite veut amener un cadeau, par exemple un livre, des petits gâteaux, ils doivent s'adapter aux conditions de la structure. Il y a des fois un passe-partout pour délivrer le linge, quand la famille ramène le linge. Donc il y a des endroits où les vêtements, par exemple, peuvent rester quelques heures pour éviter une contamination. Donc ça va se faire pour les cadeaux aussi. Donc à l'entrée, quand on arrive, le visiteur va être informé des règles d'hygiène et des règles du déroulement de la visite. Donc, visiter une maison de soins et de santé, on peut aller uniquement si on ne présente pas de symptômes du COVID-19. On ne peut pas s'y rendre si, au cours des derniers 15 jours, on était en contact avec une personne testée positive au COVID-19. Pour le moment, les jeunes enfants n'ont pas le droit d'y aller. On commence petit à petit. On autorise les visites des jeunes à partir de 16 ans à l'intérieur d'une maison et à partir de 12 ans quand la visite se passe à l'extérieur, mais toujours en compagnie d'un adulte qui est responsable de respect des mesures par les mineurs. Donc le résident de la maison de soins ne doit pas présenter de symptômes non plus, ne peut pas avoir eu du contact direct avec une personne testée positive durant la dernière quinzaine. Donc, je pense à un soignant, à un voisin. Donc, si ces résidents ne remplissent pas ces critères, le chargé de direction peut considérer la situation au cas par cas. Donc, tout le monde doit porter un masque et il faut se laver les mains auparavant. Si le résident ne peut pas porter un masque, par exemple pour les personnes atteintes de démence qui ne comprennent pas, alors il faut qu'il y ait un plexi entre les personnes, ou alors au minimum 2 mètres de distance. Quand le temps est beau et qu'il y a un parking ou un parc, par exemple, on peut se balader, mais tout en considérant les mesures d'hygiène et de distanciation. S'il faut un contact direct, donc s'il faut soutenir une personne pour marcher, par exemple, alors la personne qui visite doit porter une blouse à usage unique, blouse spéciale avec manches longues. Après la visite, le visiteur doit enlever cette blouse, se désinfecte les mains, enlève son masque en quittant la pièce. Et donc, ces masques et blouses sont jetés dans une poubelle particulièrement. Et là, les mains doivent être désinfectées de nouveau. La pièce dans laquelle s'est déroulée la visite doit être aérée pendant 30 minutes. La pièce est nettoyée, désinfectée à fond, suivant les recommandations de la santé. Pour ce qui est des personnes qui sont au seuil de la mort, je dois vous dire, ces dernières semaines, il a été possible d'aller chez une personne qui est à l'agonie. Donc, le chargé de direction peut laisser rentrer une personne pour dire au revoir, dernier adieu aux personnes. On doit permettre aux gens de nous quitter en toute dignité. Je vous souligne que c'était déjà possible d'avoir une dérogation du chargé de direction dans une maison de soins et de santé, et également dans un hôpital, pour dire son dernier adieu à une personne mourante. Le chargé d'une telle maison peut également donner cette autorisation à 1 ou 2 personnes, mais tout en garantissant les protections nécessaires, protections qui peuvent changer suivant si cette personne mourante a été testée positive ou non. Je veux profiter de la situation pour dire un mot concernant la toilette mortuaire. Les personnes qui travaillent dans une maison de soins et santé
connaissent les résidents depuis longtemps, bien souvent, et ont une relation très étroite avec elles. Les personnes qui travaillent dans ce genre de maison, il est essentiel qu'ils puissent dire au revoir de manière digne. Donc c'est pour ça que cette toilette mortuaire est tellement importante. Nous travaillons avec nos partenaires, avec l'accompagnement dans telle situation, comment accompagner les personnes environnantes. Et il faut savoir comment dire au revoir à la personne aussi pour le personnel de soins. Donc, il s'agit donc d'une dignité et de faire son deuil, même en tant que personnel. Donc, je suis contente que cette toilette mortuaire puisse de nouveau se faire en respect des mesures d'hygiène et de sécurité, bien entendu, et dans le respect de la personne. Troisième point, sous quelles conditions est-ce que des personnes comme les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes peuvent de nouveau travailler avec les résidents des maisons de soins et de santé? C'est un point vraiment très important pour tous. Si le kiné vient régulièrement, et l'éducateur, l'ergothérapeute se présente régulièrement, la pédicure aussi, c'est parce que sans ce genre de personnes, les personnes âgées diminuent rapidement. S'ils ne sont pas en mouvement, s'ils ne sont pas stimulés. Et tout ça, le personnel s'est chargé de ça, le personnel qui travaille dans les structures. Et grand merci pour ça. Donc il faut éviter que la sarcophonie, quand les capacités des muscles diminuent, ce qu'on peut éviter en faisant des exercices. Il faut éviter le durcissement des muscles. Et je pense à tous les éléments moteurs et aussi la diminution de l'état cognitif. C'est pour ça qu'il faut que du personnel externe doit pouvoir entrer dans ces maisons. Donc il s'agit d'abord de kinés et de podologues qui, depuis peu, ces soins ont pu être demandés par la réserve sanitaire. Mais je pense aussi à d'autres groupes comme les ergothérapeutes, masseurs, psychothérapeutes. Non, pardon. Donc, si ces gens-là sont indépendants et sont des prestataires et font des prestations dans le cadre de l'assurance dépendance, ils doivent que ces personnes se tiennent aux mesures strictes, travailler avec des masques, faire les gestes barrières et, si nécessaire, porter des vêtements adaptés. Chaque gestionnaire peut, par rapport à ces structures, définir le besoin des résidents et par rapport aux recommandations de la santé. Donc, chaque gestionnaire peut s'organiser selon son gré. Donc, ce sont des mesures et ces mesures doivent être introduites avec prudence. Donc, la réussite de cet objectif de se voir plus, tout dépend de la discipline de tout un chacun. Et je suis contente que c'est possible, que ce sera possible de se voir, même si ce n'est pas dans la même mesure qu'avant. Avant de donner la parole à M. Fischbach, je veux remercier certaines personnes parce que c'est vraiment étonnant ce qui a été fait. Les performances ont été exceptionnelles parce qu'ils ont dû s'occuper de plein de choses qui n'ont pas été faites par d'autres personnes. Par exemple, les membres de la famille n'ont pas pu venir. Donc, pour le personnel, le monde n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 2 mois. Donc, le personnel de soins doit utiliser des masques, faire les gestes barrières. Donc, le personnel de soins a dû s'adapter très rapidement. Il l'a fait rapidement, a suivi des formations en hygiène par le ministère de la Santé. Et tous les résidents avec lesquels j'ai parlé, récemment, j'étais dans un parc où il y avait des personnes sur un banc que j'ai vu de loin. 2 dames m'ont dit « Quand est-ce qu'on peut de nouveau voir sa famille ?» Mais elles m'ont dit également ce que le personnel de soins fait comme performance ici, tel qu'il se
préoccupe de nous et s'occupe de nous, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je veux remercier les chargés de direction, le personnel, tout le personnel de la santé. Les résidents pensent à leur famille, c'est vrai, mais ils se rendent bien compte qu'il fallait ces mesures strictes pour leur protection. Les maisons de soins et de santé se sont adaptées au cours des semaines dernières en tenant compte des recommandations. Les collaborateurs sont très flexibles. Beaucoup de chargés de direction m'ont dit qu'ils avaient très peu d'arrêts maladie, donc aussi peu que jamais. Donc la solidarité entre les résidents et les collaborateurs, et cette solidarité était vraiment exceptionnelle. Donc, je remercie toutes les personnes qui se sont occupées de manière très professionnelle, mais de manière très humaine aussi. Et merci aux musiciens de la musique militaire qui ont organisé des petits concerts, les personnes aussi du conservatoire, des chanteurs qui étaient actifs et qui ont fait en sorte que les résidents avaient un petit peu d'animation et ont passé un bon moment. Je suis beaucoup en contact avec les différentes maisons et chaque direction est très fière des équipes. C'est bien l'écho que je reçois. Les personnes méritent un grand merci, mais je répète, aujourd'hui, on ne déconfine pas. On ne déconfine absolument pas. Ce sont des règles auxquelles les gestionnaires peuvent s'orienter. Ces règles sont un minimum de protection et de sécurité. En même temps, je souhaite faire un appel à toutes les familles que ces visites doivent être effectuées avec la discipline et la compréhension nécessaires. Nous tous, vous tous, on est responsables de notre comportement. Pour les mineurs également, donc ce sont aux adultes de s'occuper des mineurs et de faire en sorte qu'ils respectent les gestes barrières et les mesures. Et je pense que si on arrive à s'y tenir, alors on pourra voir comment on pourra se voir plus et d'une meilleure manière. Merci pour la COPAS, pour la collaboration. Je passe la parole à Marc Fischbach, qui peut vous raconter plus du terrain, ainsi que énoncer la problématique des gestionnaires. Merci, Madame la Ministre. Grand merci pour ces paroles réconfortantes pour le personnel des maisons de soins et de santé. C'est aussi pour le personnel administratif, bien sûr. Et ça s'adresse également aux personnes qui travaillent dans les domaines techniques, logistiques. Toutes ces personnes ont vraiment travaillé d'une manière qui est tout à fait louable, qu'on ne peut pas estimer à sa juste valeur. Je souhaite dire également dans quelle mesure on apprécie que dès le départ, à la demande de notre ministre de la Famille et de la ministre des Tutelles, Madame Khan, on a été impliqués dès le départ. Il y a eu donc ces groupes de travail de la santé dans lesquels nous avons été intégrés. Et dans ces groupes de travail, on s'occupe des problèmes, des questions qui concernent directement notre secteur. Donc, dans ces groupes, on a également fait des recommandations pour le secteur des maisons de soins et de santé. Je vais insister pour dire que sur demande de la ministre de la Famille, mais également suite au souhait de la ministre de la Santé, Madame Lehnert, on a développé une proposition en tant que COPAS dans laquelle nous fixons les modalités, nous énumérons les conditions pour arriver à un ralentissement, non, à un relâchement donc de cet arrêt de visite qui a été imposé dans toutes les maisons.
Il est certain que c'était un travail herculien, il a fallu penser à tout. Et nous constatons aujourd'hui avec satisfaction que notre proposition a été acceptée avec de petits changements sous forme d'une recommandation et que cela va s'appliquer aux visiteurs des maisons de soins et de santé. Je souhaite ajouter que dès le départ, nous savions que cette rupture abrupte de tout contact physique par rapport à ces personnes, surtout qu'ils ne pouvaient plus voir les personnes qui leur sont très proches et qui avaient l'habitude de les voir. Donc ce n'est pas resté sans répercussions sur la santé et le bien-être des résidents qui comptent parmi les personnes les plus vulnérables dans notre société. Je le dis avec vraiment une conviction, parce que c'est vraiment le personnel se sont occupés des dépressions de certaines personnes. Ils se sont retrouvés confrontés aux angoisses des personnes et ils doivent réagir rapidement à des questions pressantes, à des interventions des personnes qui sont des membres de la famille et qui se soucient du bien-être des résidents dans les maisons pour personnes âgées et de soins. En tant que COPAS, nous sommes soulagés que maintenant, à la lumière de cette courbe d'infection, de cas infectés qui ralentit. Je sais que ce n'est pas évident. Je suis d'accord avec Madame Kahn. Il faut être très, très prudent et continuer de l'être. Mais il y a cette possibilité maintenant de reculer un peu les barrières qui existent depuis le 16 mars. Et ces barrières qui ont été dressées devant toutes ces maisons aux personnes âgées. Je veux dire très clairement ici que l'organisation des visites relève uniquement de la responsabilité des personnes qui gèrent les différentes maisons. Cette responsabilité ne peut pas être enlevée aux directions respectives. Ce que je veux dire, c'est qu'une direction qui, sur base de ces circonstances sanitaires, ne peut pas mettre en place les règles et respecter ces règles qui sont dans les recommandations. Donc ces maisons-là ne peuvent pas permettre des visites. Dans une telle situation, il incombe aux responsables de la maison de chercher d'autres options et d'organiser des visites par d'autres moyens informatiques comme des vidéoconférences pour qu'il y ait quand même un contact entre le résident et ses personnes les plus proches. Il est très important également que dans ce cas-ci, le responsable de la maison recourt à des psychologues afin que les habitants puissent avoir des consultations psychologiques. Parce qu'un psychologue peut certainement éviter que quelque chose de grave ne se passe et peut prévenir aux angoisses. Donc, si nécessaire, il faut même alerter un psy, puisque dans un cas d'urgence, une visite soit organisée afin d'éviter le pire. Un mot concernant les admissions dans ces différentes maisons. Donc, les nouvelles admissions, je veux dire.
ces admissions sont toujours possibles suivant la disponibilité dans les différentes maisons, mais il faut savoir que certains gestionnaires ont strictement limité les nouvelles admissions pour des raisons de sécurité. Il faut dire aussi que les demandes d'admission ne sont plus aussi pressantes qu'avant la crise du corona. Parce que après le début de la crise, la situation, l'ambiance dans les maisons est tout à fait différente. Parce que le changement de le passage de sa propre maison dans une maison de soins pour personnes âgées est devenu bien plus difficile. Et on ne peut pas vraiment le demander à des personnes âgées, au moins le demander à ces personnes-là. On ne peut pas on peut pas imaginer que le premier jour, elles soient tout de suite mises en quarantaine pour éviter que d'autres personnes ne soient contaminées. Donc, il faut le dire, et ceci explique que pour le moment, dans ce secteur, il y a plus que 430 lits qui ne sont pas occupés, ce qui crée évidemment des problèmes également. Au niveau du personnel disponible, par exemple, un personnel qui ne peut pas travailler dans ces pièces. Voilà ce que je souhaitais dire, tout en exprimant un merci à Madame la ministre de la Santé pour la très bonne, l'excellente collaboration et cette ouverture pour cette volonté de consulter les personnes du terrain, ceux qui ont une expertise, et de les inclure dans les réflexions pour faire en sorte que les recommandations finales soient dans le respect de la protection des personnes. On passe aux questions. Première question d'RTL. Sait-on comment les personnes de ces structures ont été affectées? Est-ce que c'est à l'extérieur, en faisant un traitement? Il y a différents chemins, différents moyens. Pour la plupart des personnes, nous ne savons pas d'où vient le virus. Nous savons qu'il y a des personnes qui sont positives, mais de manière asymptomatique. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé de faire ce traçage. On a regardé de voir qui était en contact avec qui. Il y avait des cas où, malgré les recommandations, il y a des personnes qui faisaient des visites, même si elles sont revenues du nord d'Italie. J'ai entendu parler de ce genre de cas. Il y avait aussi du personnel qui a peut-être voyagé. Nous ne savons pas exactement, nous n'avons pas de statistiques. Au début, on a regardé de plus près, mais maintenant, on va tester large. Il y aura bien sûr toujours des personnes testées positives, tant chez les résidents qu'auprès du personnel soignant. Donc, il sera difficile de voir quelle est l'origine. Pourquoi le gouvernement n'a pas donné de directives claires pour voir les personnes âgées? Il y a eu des recommandations, ce sont les recommandations de la santé qui ont été élaborées rapidement au début de l'état de crise. Ce sont les mêmes, tant pour une maison de soins que dans une maison pour personnes âgées, que dans un hôpital. Le responsable peut faire des exceptions pour des personnes qui veulent rendre visite. Donc il y a des directives qui sont cohérentes, et dans beaucoup de secteurs, les conditions ne sont pas les mêmes, ne fonctionnent pas de la même manière. Par exemple, il y a un exemple de résidents qui ont une relation d'amitié avec le personnel soignant. C'est souvent dans les maisons de soins, les personnes qui vivent là, c'est leur maison.
Donc la vie se déroule de manière différente. Et au départ, les gestes barrières étaient différents. Donc il n'était pas usuel que dans ces maisons, tout le monde portait un masque. C'est également très déconcertant pour les personnes atteintes de démence qui ne comprenaient pas pourquoi tout le monde portait un masque d'un coup. Donc la mimique est très importante dans certains cas pour calmer certaines personnes. Ce sont des maisons qui ne sont pas des hôpitaux, c'est un lieu de vie où il y a des activités qui sont faites et qui ont été fortement ralenties. Donc on ne peut pas faire la comparaison avec un hôpital où les gens vont de manière temporaire pour sortir en étant guéris. Mais depuis le départ, a eu ces recommandations et des ordonnances qui s'appliquent tant pour les hôpitaux que pour les maisons de soins et de santé. Un petit mot à ce propos. C'est tout à fait correct ce que dit Madame la ministre, mais il faut voir qu'il y a beaucoup d'évolutions, même aussi dans les recommandations. Donc cette obligation de masque, par exemple. Au départ, on a fait sous-entendre qu'il n'était pas nécessaire de porter le masque partout. Maintenant, on sait que c'était faux et qu'on est obligé de porter les masques et d'autres mesures de protection. Mais si on regarde le tout, si on regarde les chiffres, bien entendu, et leur évolution à Luxembourg, et surtout dans ces maisons de soins et de santé, et on compare cette situation à celle d'autres pays, alors il faut bien se rendre compte que les gestionnaires de ces maisons ont pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le pire. Dans nos maisons, nous avons seulement 1,57% de nos résidents qui ont été testés Covid+. C'est largement inférieur au taux à l'étranger. Et certains gestionnaires ont pris leurs propres dispositions de protection bien avant que les premières recommandations de la santé sont sorties. Donc, ils ont bien sûr des personnes hautement qualifiées, des médecins entre autres, qui ont géré ces maisons et qui savaient très bien ce qu'il fallait entreprendre à ce moment-là. Question de la radio 100,7. Donc, combien de maisons y a-t-il des cas positifs et combien? Je n'ai pas cette statistique sous la main. Monsieur, je ne sais pas si vous l'avez. Il y a beaucoup plus de maisons où il n'y a pas eu de cas positifs que d'autres. Je pense que c'est peut-être une douzaine, mais je peux regarder ce chiffre en détail auprès de la direction de la santé. Mais dans la majorité des maisons, il n'y a pas eu de cas positifs au Covid-19. Comme vous l'avez entendu à la dernière conférence de presse, il y aura des tests à grande échelle. Donc maintenant, au départ, on a testé uniquement les endroits où il y avait déjà beaucoup de cas. On a testé tous ceux qui ne présentaient pas de symptômes. Mais maintenant, le but est de tester tous les résidents d'une structure de soins de santé, tout le personnel. Donc cela nous permettra de voir comment la situation se dessine en général. Question du Tagblatt et du Wort. Quand est-ce que les premières visites seront possibles? Cela dépend des gestionnaires. Il y en a qui ont déjà autorisé ceci. Il y en a qui ont déjà monté une paroi en plexi. Par exemple, quand ils travaillent avec des personnes atteintes de démence, il y a même des gestionnaires qui ont commandé un matériel spécial pour pouvoir équiper une pièce, pour permettre aux gens de se voir. Ça peut se passer, mais comme l'a dit correctement M. Fischbach, il faut que ce soit possible que ça se passe. Donc, il faut avoir la disponibilité, il faut avoir les locaux. Donc, je pense que si le beau temps continue, il sera plus facile que lors de mauvais temps. Par beau temps, on peut se voir à l'extérieur notamment. Mais il y a aussi des maisons qui n'ont pas leur propre parc ou d'endroits clôturés. Il y a des maisons qui sont entourées d'un parc, alors c'est plus facile. Mais il y a des maisons où ce n'est pas le cas, donc c'est plus difficile.
Donc, quand on a un espace privatif pour sortir, c'est très bien. Et à l'extérieur, il est probablement plus facile d'organiser une visite. Les responsables des maisons ont leur propre responsabilité d'organiser leur structure comme ils le peuvent. Donc il y en a qui, il y a une quinzaine de jours, ont déjà permis certaines visites avec certaines conditions, bien entendu, avec des mesures de protection. Donc il faut laisser la responsabilité aux dirigeants. Et c'est bien s'il y a des personnes qui réfléchissent à tout ça, comment établir le contact entre un résident et sa famille. Question de passaparole à service de kinésithérapie à domicile pour les personnes avec un grave handicap, ainsi que la réouverture du foyer de jour de Tricentenaire à Valferdonge. Vous avez déjà répondu en partie, ils peuvent y répondre eux-mêmes, mais pour la première partie de la question, je vais vous donner des éléments pour les deux parties de la question. Hier, le Conseil de gouvernement a décidé que les médecins vont pouvoir accueillir les patients quand ce n'est pas terriblement urgent. Et pour les kinés, il faut dire s'ils se rendent à la maison ou dans une résidence, dans une maison, c'est très important. Par exemple, pour quelqu'un qui a fait un infarctus, c'est très important. Il faut faire des mouvements tous les jours, sinon il y aura des répercussions. Donc s'il est nécessaire de voir un kiné, il faut respecter les gestes barrières et les mesures de protection qui sont prescrites. Donc, il s'agit de protéger les autres, de se protéger soi-même. Le masque est obligatoire pour tous ceux qui n'ont pas une distance de 2 mètres par rapport à d'autres. Et il faut qu'on respecte ceci, même si on a besoin d'un kiné. Donc, vous parlez d'un foyer en général, mais je vais donner une réponse plus large. Nous avons introduit le congé pour raisons familiales pour les personnes qui s'occupent, soit une personne handicapée, qui doivent le faire parce que le foyer de jour est fermé, ou qui doivent s'occuper d'une personne plus âgée qui normalement se rend dans un CPG. Nous regardons ensemble avec nos gestionnaires sous quelle forme on peut mettre sur pied de telles mesures. Donc, il n'y a pas une seule solution. Tout dépend des différents handicaps. Certaines personnes savent appliquer les gestes barrières, d'autres non. Donc, on regarde avec nos partenaires sous quelles conditions on peut rouvrir ces foyers. Donc, pour les personnes qui y vont, c'est extrêmement important parce que les personnes y vont, parce qu'on travaille avec elles. Les personnes font des progrès tout au long d'une vie. Donc, c'est essentiel qu'on rouvre ces foyers un jour. Nous-mêmes, nos partenaires travaillent pour trouver une solution, mais pendant un certain temps, il faudra encore vivre avec le Covid et il faut assimiler les gestions barrières et voir sous quelles conditions on pourra ouvrir ces foyers. Question de 100,7 radio. Il y a beaucoup de personnes âgées ou moins âgées qui sont isolées. Sous quelles conditions ces personnes peuvent avoir la même possibilité de rencontrer leur famille, même sous les mêmes conditions que les personnes qui sont dans les structures? Donc demain, au Conseil de gouvernement, on va parler de la prochaine phase. Et le Premier ministre et la ministre de la Santé vont certainement nous informer ce qui aura été déterminé. Mais je pense aussi à ces personnes qui sont seules à la maison. Ces personnes, il faut qu'elles restent encore à la maison. C'est toujours le confinement dans les structures, mais également à la maison. Il faut rester à la maison pour se protéger, pour protéger les autres. Et c'est vrai en particulier pour les personnes vulnérables. Donc, quand on est à la maison et qu'il fait beau, c'est plus facile de voir peut-être les neveux et nièces par la fenêtre. C'est plus facile de la maison que dans des grandes maisons de soins. Ça peut fonctionner suivant les cas. Mais nous pensons également aussi aux personnes qui sont à la maison. Et donc, si vous faites partie de la population vulnérable,
pour ce genre de personnes, les suites du corona pourraient être plus difficiles, plus graves. Alors, restez à la maison, soignez-vous, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières. Donc, le Tageblatt demande, est-ce que c'est correct qu'au cas où une personne est mourante, est-ce qu'il y aura le status quo? Il y a dans certains cas pas eu de dérogation. Donc, je répète que c'est de la responsabilité du gestionnaire de prendre les mesures, mais nous disons que le gestionnaire a le droit de permettre qu'une personne ou même deux se rendent auprès d'une personne mourante. Nous ne pouvons donner que la recommandation, mais ensuite, c'est le gestionnaire lui-même, chargé de direction, qui décide ce qui se passe à l'intérieur de la maison en question. Il va décider si ces gestes barrières sont possibles. Donc, un petit mot encore, il est marqué dans les recommandations de la santé que si, par exemple, un résident ne peut pas se rendre dans la pièce qui est prévue pour la visite, mais si la visite se fait dans la chambre, il faut prendre le chemin le plus court de l'entrée vers la chambre. On est accompagné d'un membre du personnel et après, il faut également prendre le chemin le plus court pour sortir. On ne peut pas rester dans une de ces maisons. Donc, c'est la même chose, c'est vrai, si on rend visite par le chemin le plus court auprès d'une personne mourante. Question du vote. Les membres de la famille qui habitent à l'étranger, est-ce qu'ils peuvent rendre visite aux habitants d'une maison de soins? Quelles sont les règles? Si oui, les règles sont les mêmes pour tout le monde. On demande aux personnes si elles ont des symptômes, si elles étaient en contact avec quelqu'un qui avait des symptômes ou qui a été testé positif dans la quinzaine avant la visite. On va leur expliquer comment se comporter, quelles sont les mesures d'hygiène, quels sont les gestes barrières, comment s'y rendre, à combien de temps ils peuvent rester. Ceci, c'est valable dans la même mesure pour chacun. On ne fait pas de différence quant au lieu de résidence. Question de reporter. Vous avez dit que toutes les installations ont fait des investissements afin de faciliter la communication par iPad, par exemple. Savez-vous si ces maisons facturent des frais supplémentaires pour ce genre de matériel? Non, je n'ai pas entendu parler de ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais ça me confirme dans ma pensée que ici, vous savez, il y a une loi qui est en chemin d'instance. Cette loi est nécessaire où les prix seront fixés et il y aura aussi donc une liste de ce qui est compris dans le prix. Donc pour répondre à la question, non, ça, je n'ai pas entendu ce genre de remarques. Question de reporter. Est-ce que le ministère de la Famille a mis à disposition des maisons d'autres moyens financiers? Si oui, combien? Ça ne s'est pas passé, il n'y a pas eu de demande. Nous avons essayé d'aider les maisons du point de vue organisationnel, au départ avec les masques, notamment avec les kits de protection, et nous avons pu profiter de la réserve sanitaire. Nous avons tout mis ensemble entre les hôpitaux et les maisons de soins. Donc, on leur a donné un coup de main point de vue organisationnel. On a fait en sorte que les urologues reçoivent l'autorisation de rentrer dans les maisons pour faire de petites interventions. Donc, les gens ne doivent pas se rendre de manière ponctuelle dans un hôpital pour éviter le contact entre les résidents et l'hôpital. Donc, on leur a donné une assistance. Et comme dit M. Fischbach correctement, parce qu'il y a moins de nouvelles admissions, il va vouloir évaluer ce que ça signifie pour tout le secteur. Donc, il est essentiel pour le gouvernement que toutes les maisons fonctionnent bien, que l'humain soit au centre des préoccupations et que les personnes qui y travaillent le fassent sous les meilleures conditions possibles. Autre question du vote. Pourquoi ça a pris autant de temps pour qu'on
publie les chiffres des personnes infectées dans les 6 parcs. Est-ce que les visites auraient pu être rendues possibles plus tôt? Monsieur Fischbach a déjà répondu à cette question. Ça a déjà été possible dans certaines maisons. Donc, dans les parcs des maisons, par exemple, on a pu parler avec les gens de l'autre côté de la clôture et de voir le membre de la famille. Donc, ça s'est passé dans certains cas. Concernant les nombres, c'est les chiffres, c'est la direction de la santé qui les publie. Ils ont fait un grand travail en publiant, en centralisant tous ces chiffres rapidement pour qu'on puisse avoir un aperçu général du nombre de personnes qui ont été contaminées, qui ont été testées, combien de personnes ont dû être hospitalisées ou non. Sinon, où étaient les personnes dans une maison de soins, de santé, qui représentent leur foyer? Donc, nous disposons déjà depuis un certain temps de ces chiffres et ça a été centralisé pour qu'en tant que gouvernement, nous avons un aperçu. Question du Luxembourger Journal. Dans les entrées, est-ce qu'il faut prendre la température, tout comme celle dans les entrées des hôpitaux? Ce sera le choix du dirigeant de la maison. Autre question? On a dit des petites promenades sont possibles. Est-ce uniquement dans l'enceinte du home, donc de la maison de repos? Oui, juste dans l'enceinte. Est-ce qu'il y a eu des problèmes organisationnels pour les équipements et les soins? Au départ, vous savez, on avait quand même une certaine angoisse pour savoir si on allait pouvoir les approvisionner en masques pour les changer assez souvent. Donc j'étais soulagée moi-même rapidement quand Cargolux a atterri avec plein de matériel. Donc la situation s'est désengorgée rapidement. Mais au départ, oui, il y avait une angoisse aussi auprès de ces maisons. Une angoisse de ne pas avoir suffisamment de matériel pour travailler dans les conditions indiquées dans une crise sanitaire. Question d'RTL. Les personnes qui ne voient pas bien, ces personnes-là doivent sentir les gens, toucher les gens. Est-ce qu'on peut se toucher les mains avec une protection nécessaire? On peut l'envisager. Il y a certainement des gants. On peut aussi désinfecter les mains, mais on ne peut pas se toucher le visage avec les mains. C'est pour ça qu'on a un masque, pour qu'on soit moins tenté de se toucher le visage avec les mains. Donc il y a des règles d'une part, des règles de base, et d'autre part, il y a le côté humain. Si vous parlez de gens qui sont malvoyants, je pense aussi aux personnes qui sont malentendants. Ces personnes-là ont peut-être un problème de masque parce qu'on ne parle pas tous le langage des signes. Donc pour les malentendants, c'est important qu'ils puissent lire sur les lèvres. Or, quand vous portez un masque, c'est très difficile. Donc c'est aussi un grand défi. Donc alors, il faut se distancer de 2 mètres, enlever son masque pour parler à ces gens. Toutes ces limitations qu'on ne voit pas bien, qu'on n'entend pas bien. Donc pour ces personnes, ces gestes barrières sont un grand défi. Question de Vox. Les conditions de visite, est-ce que ça compte aussi pour les seniors qui ne sont pas dans les maisons de soins? Il y a plusieurs cas de figure. D'abord, ceux qui sont à la maison. J'ai déjà répondu à cette question. Peut-être un mot sur les logements encadrés. On en a parlé également avec la COPAS. Il y a des structures très différentes. Il y en a qui fonctionnent de la même manière qu'une maison de repos, où tout ce qu'on dit ici est valide. Il y a des maisons encadrées où il y a juste un concierge. Alors, en général, un des réseaux se rend dans ces maisons-là. Et les règles sont les mêmes que pour tout le monde. Nous ne sommes pas déconfinés pour le moment. Il ne faut pas sortir du tout, et le moins possible. Il ne faut pas se contaminer les uns les autres, et il faut prendre soin de soi. Question du Luxembourg-Hollande.
Si vous dites les activités ne peuvent plus avoir lieu dans le lieu de vie, combien de temps est-ce que ça va perdurer? Est-ce qu'il n'y a pas de concept de smart distancing pour qu'on ne doit pas confiner les gens dans l'ennui pour le reste de leur vie? Je suis tout à fait d'accord. Depuis des dizaines ici, on n'a pas enfermé des personnes depuis des décennies. Donc il faut voir ce qui est possible dans les maisons. Les personnes ne sont pas enfermées dans leur chambre, sauf s'ils sont testés Covid-19 positifs, ou alors s'ils ont des symptômes qui n'ont pas encore été testés, alors ils sont en quarantaine ou en isolement. Mais pour le restant, il y a toujours des activités, même beaucoup moins. La distanciation sociale doit être respectée, bien sûr, ce qui est difficile en cas de démence. Mais ces personnes-là, on ne peut pas les confiner dans une pièce. Il y a toujours des activités. Et tous les collaborateurs qui travaillent dans ces maisons se sont occupés de bien des choses, bien d'activités qui n'ont pas pu être assurées par des personnes externes. Je suis d'accord. Donc, j'ai dit il faut apprendre à vivre avec le Covid-19 aussi longtemps que nous n'avons pas de médicaments ou de vaccins. Nous travaillons ensemble pour élaborer des possibilités. Et c'est pour ça, en tant que gouvernement, nous sommes très, très prudents pour le déconfinement. Nous avons élaboré une première phase. On va regarder ce qui va se passer et puis on discutera d'une possible deuxième phase où on pourra peut-être déconfiner un peu plus. Ça ne va pas se passer pour les maisons de soins et de repos. Je pense que dans ces structures et partout dans ce pays, les personnes âgées doivent apprendre à vivre avec le Covid-19 et avec ce danger qu'il y a de contamination si on ne se tient pas aux gestes barrières. Il s'agit donc de protéger les personnes vulnérables. Il faut les protéger, elles doivent se protéger elles-mêmes et nous devons les protéger. Ça va prendre du temps, mais ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'activité. Chaque gestionnaire verra par rapport à ses résidents, parce que la population n'est pas la même partout, on verra ce qui est possible et non. Question du vote, une clarification. Quelles règles sont applicables pour les personnes qui ont des limites physiques ou psychologiques? Ils doivent porter des masques, c'est les gestes barrières. Souvent, ce genre de personnes n'ont pas compris le port du masque, ne comprennent peut-être toujours pas. Les membres du personnel ont dû se conformer en premier par rapport aux nouvelles dispositions. On ne peut pas demander l'impossible aux personnes. On ne va jamais être pour le fait d'enfermer ou d'attacher des personnes. Vous n'allez pas entendre ça de ma part. Il y a une vie avec le Covid, il faut l'apprendre. C'est aussi pour les personnes qui ont d'autres restrictions. Dans ces cas, les gestionnaires sont encore ont beaucoup plus de défis. Toutes ces questions montrent la mesure dans laquelle l'imagination des gestionnaires est demandée. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment dans certaines maisons la vie quotidienne a changé. Et il reste toujours des activités où beaucoup de gens ne se rendent pas compte du changement. Par exemple, dans certaines maisons, il y a des lectures pour les personnes, il y a des traductions en luxembourgeois, en allemand, en français, des cours de musique, par exemple. Il y a des concerts qui ont eu lieu à l'extérieur, dans les jardins, où on a ouvert les fenêtres, où les gens ont pu profiter d'un concert pendant 2 heures. Ça existe. Et ça fait que ces communautés vivent encore bien, personne n'est enfermé, sauf s'il y a des symptômes de Covid qui demandent l'auto-isolement.
Toutes les autres personnes sont accompagnées à l'extérieur, donc il y a toujours une vie. Et je vous parle de ma propre expérience. J'ai une maman qui est dans une maison de soins. Donc pour nous, c'est différent, bien plus différent que pour les personnes à l'intérieur, parce que nous n'arrivons plus à les contacter comme avant et que nous nous soucions quant à leur bien-être et leur état de santé. C'est nous qui sommes plus atteints, mais il y a des gens qui ne supportent pas cette situation et qui sont bien encadrés par le personnel, bien sûr. Mais une maison de repos n'est pas une prison, même en temps de Covid, c'est une communauté vivante. Dernière question du Luxembourger Journal. Par GovJobs, on a cherché des volontaires pour aider dans les maisons de repos. Est-ce qu'il en faut toujours? Donc les bénévoles, on a eu besoin d'eux quand les autres personnes n'ont pas pu rentrer, mais pendant toute l'année, on travaille avec des bénévoles. Tous ces gens qui s'occupent du bien-être des personnes plus âgées dans les maisons de repos, le bénévolat est quelque chose où Luxembourg excelle. Que ce soit pendant la crise des réfugiés, quand on demande des bénévoles, il y en a toujours beaucoup qui répondent. Nous en avons besoin dans plein de secteurs différents. On en a parlé, des personnes qui allaient chanter, qui faisaient de la musique. Il y a toujours des gens qui le font. Ça nous distingue dans notre pays. Et le ministre quel bénévolat dans ses attributions, je dois dire, ça m'impressionne. Mais même par des bénévoles, tout n'est pas possible. Ce qui est le plus difficile, les personnes à l'extérieur, c'est que la spontanéité n'est pas permise. On ne peut pas dire j'ai terminé, je vais passer voir ma grand-mère, ça c'est pas possible. Tout est programmable, ça doit être programmé, ça compte pour les familles, pour les bénévoles qui doivent voir ce qui est là où il y a un besoin. Donc les maisons demandent des bénévoles quand il y a un besoin. Je vous remercie. Très belle soirée et avant tout une très bonne santé.